5e rencontre des acteurs publics. Bienvenue à ce débat intitulé « Comment choisir son cloud ?» Alors le cloud computing, si vous ne savez pas ce que c'est que vous n'avez pas de lien régulier avec des responsables de systèmes d'information ou des responsables informatiques, car c'est le mot à la mode en ce moment dans les services informatiques. Pour en parler, je remercie chaleureusement nos trois invités. Éric Jean Varéchard, donc vous êtes directeur du secteur public chez Cisco, spécialisé plus particulièrement sur les administrations centrales, je crois. C'est exact. Bonjour. Bonjour. Jean-François Imocrane, donc vous êtes directeur des systèmes d'information à la direction de l'information légale et administrative, la DILA. Bonjour. Bonjour. Et donc Marc Delafosse, vous êtes responsable des plateformes d'hébergement à la Direction générale de la modernisation de l'État. Tout à fait, c'est ça, bonjour. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'abord, pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il est important qu'on comprenne bien ce que c'est le cloud computing, l'informatique en nuage en bon français. Donc Jean-François Imocrane, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le cloud, ce que ça peut permettre pour les administrations? Et je crois qu'il y a différentes formes de cloud. Absolument. Alors, on va essayer d'être relativement synthétique parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce type d'hébergement. Je crois que c'est un nouveau modèle d'hébergement qui n'est plus le modèle classique appuyé sur une logique de serveur physique. On est plutôt dans une logique de serveur virtuel. À titre indicatif, on peut donner un chiffre. Vous êtes dans un modèle avec 400 serveurs physiques environ. Quand vous passez dans un modèle virtuel, vous pouvez avoir 6 à 700 machines virtuelles pour 42 serveurs physiques. Donc vous voyez qu'on est dans des dimensions physiques bien moindres. C'est un modèle donc, qui est orienté service et non pas serveur et application. Et puis c'est un modèle de fait qui s'adapte à une logique de service à la demande. Je pourrais préciser aussi sur ce sujet que c'est un modèle qui permet une logique d'évaluation des coûts extrêmement précise avec un modèle économique qui permet de la refacturation automatique. Alors vous le soulignez fort justement, il existe plusieurs modèles de cloud. Sans rentrer trop dans les détails, il y a un modèle de type cloud privé au sens privatif. Donc vous montez votre cloud pour vos propres besoins. Vous pouvez avoir des extensions avec d'autres partenaires pour leur délivrer des services. Et là, vous êtes plutôt dans une logique communautaire. Et puis, vous avez un modèle dit public. Pour faire simple, on va prendre l'exemple de Google, qui délivre des services assez largement au-delà des frontières d'un secteur très fermé ou un peu élargi si c'est communautaire. Merci. Éric Jean Varéchard, très concrètement, le cloud, ça permet de faire quoi? Ça permet de stocker des données, de partager des données entre différentes organisations, différentes entreprises. Ça permet de partager des logiciels. Vraiment très concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça va surtout permettre en fait, de virtualiser à la fois l'accès et la production de l'ensemble des services informatiques. Si je prends en perspective ce qui s'est passé dans le cadre de la mutualisation des fonctions support de l'État, on peut partir de quelques chiffres. On a aujourd'hui dans le patrimoine de l'État à peu près 50 000 serveurs, 130 centres de données, c'est 25 000 mètres carrés sur ces 130 centres de données et 20 000 agents informatiques de l'État. Aujourd'hui, la question du cloud permet d'envisager la mutualisation de l'ensemble de ces infrastructures et c'est d'ailleurs l'un des sujets primordiaux qui est évalué par la DISIC à travers son projet de transformation des centres informatiques. Merci. Marc Delafosse, est-ce que là aussi vous pouvez revenir sur les différentes formes de cloud et lesquelles, a priori, quelle forme est la plus appropriée aux administrations? Parce qu'on voit bien qu'il y a des données très sensibles pour les administrations publiques. On pense au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Finances. Enfin, il y a beaucoup de données administratives qui sont très sensibles. Est-ce que la solution la plus appropriée, c'est un cloud privé, privatif, c'est-à-dire uniquement pour l'administration? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Quelles sont les solutions les plus appropriées pour les administrations? Il y a comme d'habitude, en fonction du besoin, une solution adéquate. Je pense que le principal point, c'est la taille de l'infrastructure et la taille de la structure. Comme on le disait tout à l'heure, les deux grands points forts du cloud, ça va être la flexibilité et la consommation de ressources à la demande. Et on se détache avec ce qu'on disait à l'instant de la couche matérielle grâce à la virtualisation. Donc, au-delà de ces aspects techniques, il faut vraiment voir l'informatique en nuage comme étant
une couche d'abstraction qui permet de consommer l'informatique comme on ne le faisait pas jusqu'à présent. C'est la première chose importante. On va payer pour ce qu'on utilise et uniquement pour ce qu'on utilise. Et cette utilisation va pouvoir être élargie de manière très importante. Dans le cas de la DGME, nous hébergeons une application qui permet de s'inscrire sur les listes électorales. Et clairement, l'ensemble des Français vont se précipiter le 31 décembre pour s'inscrire sur les listes électorales. On voit bien là l'intérêt du cloud. C'est qu'en une journée, on va pouvoir faire grossir une infrastructure, payer pour cette journée, mais pas sur l'année, avoir une infrastructure colossale. Et c'est en fonction de la taille de la structure qu'on va pouvoir décider si l'ensemble des serveurs qui hébergent ce cloud doit être internalisé ou externalisé ou, comme on va le faire avec la DILA, hébergé par un partenaire. C'est-à-dire que nous avons certaines de nos applications qui sont dans notre cloud parce qu'on héberge et on incube des applications et une fois qu'elles sont devenues matures, elles sont opérées dans le cloud de la DILA. Donc au-delà de la flexibilité et des gains financiers, on a en plus des gains en termes de transfert d'applications et donc d'exploitation d'applications. Merci. Oui, Jean-François Imocrane, je rebondis, où la DILA a créé un cloud gouvernemental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la démarche et comment d'autres administrations peuvent profiter de cette solution? Alors, écoutez, je rebondis sur ce que vient de dire Marc Delafosse. On est effectivement dans un processus qui vise à mettre en place des hébergements flexibles, automatisables, possiblement refacturables. Alors, on a deux axes particuliers. L'axe pour nos besoins propres, donc créer une structure qui permette de répondre aux exigences du modèle économique de la DILA, qui, je le rappelle, est un budget annexe, donc dans lequel, pour être très court, recettes égale dépenses au minimum. Donc ça veut dire que nous vendons des prestations et nous sommes susceptibles de refacturer des services. Donc il nous faut un dispositif flexible qui permette de répondre à certaines demandes et, comme c'était dit à l'instant, à parfois des pics saisonniers. On a certaines publications qui, je pense notamment au BALO, au bulletin des annonces légales obligatoires, qui ont des pics saisonniers, printemps, automne, et pour lesquels on doit pouvoir délivrer de la puissance, du service à un instant T, mais à l'instant d'après, pouvoir désimmobiliser, si vous me permettez ce néologisme, désimmobiliser le patrimoine matériel pour en faire autre chose. Et ça, le cloud répond à cette flexibilité-là, au même titre qu'il répond à une logique de flexibilité dans les phases amont d'incubation. Et une deuxième logique, qui est une logique d'automatisation. Alors là, nous avons un autre axe de service qui est un axe interministériel, celui qui vient d'être évoqué. Nous délivrons certains services déjà aujourd'hui à d'autres administrations, la DGME qui est notre partenaire privilégié, mais également la DGAFP, pour lesquels nous hébergeons les bourses aux emplois interministérielles. Et là, on a besoin d'automatisation parce que dès lors que le service est demandé, il faut qu'il soit mis avec un certain niveau de rapidité et de sûreté de fonctionnement que seul permet le cloud aujourd'hui. Alors, au-delà de ce périmètre existant, bien sûr, nous pouvons, par un potentiel de croissance important, vous l'avez compris, on n'est pas dans une logique physique, mais dans une logique virtuelle, par un potentiel de croissance important, nous avons la possibilité d'offrir des services supplémentaires en interministériel, travail que nous sommes en train de conduire en partenariat avec la DISIC. Éric Jean Varéchard, est-ce qu'un service administratif comme un rectorat, un tribunal, le président d'un tribunal, peut aujourd'hui prendre la décision de faire appel à une solution cloud, ou est-ce qu'il doit attendre que l'ensemble du ministère passe dans ce type de solution? Et quel type de solution peut s'offrir aux responsables d'un service administratif de l'État ou une petite collectivité? Est-ce que c'est intéressant pour un tout petit service déjà de faire appel à ce type de solution? Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, les directeurs informatiques se posent la question, quid de l'intégrité de mes données, quid de l'accès de ces données? Est-ce que je vais les partager sur une infrastructure? Et est-ce que je peux accepter que cette infrastructure soit partagée avec des interlocuteurs ou des acteurs également privés? C'est un point primordial, parce qu'on le voit bien dans le cadre de la création des projets Andromède. Création des projets Andromède, je le rappelle, est là pour, d'une part, dynamiser l'économie dans le cadre du grand emprunt, mais également et surtout pour assurer la question de la souveraineté nationale. Alors, juste un point peut-être pour préciser, la question de la souveraineté nationale, elle vient de la question du Patriot Act.
Le Patriot Act, c'est quoi? C'est l'obligation pour les sociétés américaines de transmettre les données qu'elles hébergent à la première demande de l'Agence nationale de sécurité américaine. Effectivement, on voit pas trop le ministère de la Défense de mettre ses données sur ce type de solution. Exactement, exactement. C'est la question qui se pose immédiatement. Aujourd'hui, alors, très modestement, on va, nous, se défausser par rapport à ça, étant donné qu'on n'est pas directement concerné. Cisco ne va pas délivrer du service cloud, mais uniquement des architectures qui vont permettre de délivrer ces mêmes services. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, le paysage est relativement éclaté, notamment sur les collectivités locales. Elles réfléchissent énormément à mutualiser leurs besoins, toujours à ce stade, dans un domaine privé. La création des projets Andromède permettra sans doute de libérer le point sur le cloud public pour le privé pour le public. Marc Delafosse, Jean-François Imocrane, ce projet Andromède, c'est la future solution idéale pour les administrations ou pas? Vous me disiez tout à l'heure que pas forcément en fait. Non, pas forcément, parce que, comme l'a dit fort bien Éric Jean Varéchard, on est sur Andromède dans une logique d'État investisseur, alors que quand nous, on parle du cloud de la DILA, on est dans la logique de l'État hébergeur. Alors, ça ne veut pas dire que l'un exclut l'autre. Ça ne veut pas dire que l'État pourrait ne pas recourir à des services dans Andromède. Mais se poseront forcément, inévitablement, des questions de type sécurisation de la donnée dans un cloud potentiellement ouvert public. Quand on monte un cloud DILA pour nos propres besoins, mais éventuellement pour du partenariat interministériel, on garantit là un cloud privé au sens privatif. Et donc, on garantit forcément au sein de l'État un niveau de sécurité des données, une localisation d'hébergement qui est totalement identifiable, en tout cas en termes de mètres carrés, pas forcément en termes de serveurs, puisqu'on parle de serveurs virtuels et non pas de serveurs physiques, en tout cas bien plus facilement identifiable que ne pourrait l'être un hébergement de type public, comme pourrait l'être demain Andromède. Donc non, ce n'est pas exclusif. Je pense que les deux peuvent se compléter sur la durée, en fonction de la nature des données à héberger. Oui, non, mais je rejoins complètement. Andromède, je pense que c'est important pour les collectivités notamment. Je parlais tout à l'heure de taille de la structure. C'est clair que pour la DILA, il est évident que la construction en interne d'un cloud est une nécessité. Demain, une collectivité qui va souhaiter acheter quelques serveurs, quelques services, a tout intérêt à le faire via une entreprise financée par le grand emprunt, mais sur lequel on va avoir un certain nombre de contraintes comme de localisation des centres d'informatique en France, plutôt que d'aller acheter une prestation sur Internet très rapidement, sans savoir si finalement son serveur il va être à Dublin ou je ne sais où. C'est un peu le risque aujourd'hui, c'est qu'effectivement il est très facile d'acheter de la ressource de type cloud sans vraiment savoir derrière où va être localisée la donnée. Donc je pense que c'est le pendant de l'infrastructure internalisée, une infrastructure type Andromède avec des contrats de service qui, je l'espère, seront définis plus spécifiquement pour les territoires. Si on se base un petit peu ou si on regarde ce qui se fait en dehors de chez nous, on voit que des grands acteurs comme Amazon, qui vend également du cloud, fait spécifiquement aux États-Unis un G-Cloud ou gouvernement de cloud, c'est-à-dire qu'ils vont privatiser un certain nombre de leurs infrastructures et les dédier au gouvernement américain. Je pense que l'idée d'Andromède peut s'inspirer de ça, c'est-à-dire des grands acteurs privés qui vont mettre en place du cloud et qui vont potentiellement en privatiser une partie pour telle ou telle entité publique. Ça permettrait d'avoir, je pense, un mix entre l'investissement interne d'une collectivité qui ne peut pas se permettre du cloud et puis la DILA qui, elle, peut se le permettre. Donc voilà, à mon avis, le besoin peut être répondu par ce type de marché. Alors on va essayer de se projeter un petit peu maintenant sur ce que ouvre comme perspective le cloud, en particulier entre ministères. Est-ce que demain, il y aura un ministère qui pourra héberger toutes les messageries des autres ministères? Est-ce qu'il n'y aura qu'une seule direction des services informatiques pour l'ensemble de l'État qui assurera tout? Enfin, est-ce que c'est ce type de développement vers lesquels on peut aller? Quelles économies cela peut permettre? Et aussi quelles difficultés ça peut poser, puisqu'on voit bien qu'il y a des suppressions de postes à la clé et que ça doit freiner un peu dans certains ministères. Éric Jean Varéchard, quelle perspective ouvre le cloud en termes de mutualisation? Alors là, on a une feuille de route de la DISIC qui est quand même très très claire sur le sujet, avec tout d'abord une rationalisation
des centres de données pour chacun des ministères, puis une phase de mutualisation vers la route finale du cloud. La question est plutôt de savoir en combien de temps, et effectivement, il y a forcément des résistances. Des résistances qui sont légitimes, ne serait-ce que sur un volet social. Il est certain que lorsqu'on parle de cloud, on virtualise tout un chemin, on virtualise les réseaux, les serveurs, les stockages, des choses qui sont en silo, et dès lors, on va faire converger l'ensemble de ces composants. Ça pose nécessairement quelques problèmes au sein des organisations, quelques bouleversements. Je pense que Jean-François pourra nous en parler, il en a fait l'expérience au sein de l'ADILA. Et à l'échelle de plusieurs administrations centrales de taille importante, on imagine bien que ça peut poser d'autres soucis. François Imocrane sur ce sujet. Oui, complètement d'accord avec ce que dit Eric. Le fait de mettre un cloud et avoir une logique virtualisée et une logique de service change assez fondamentalement l'exercice du métier des DSI, indépendamment du périmètre que vous servez. En termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on peut dire que, de mon point de vue, il n'y a pas de changement fondamental sur les référentiels métiers. Si vous vous basez sur un référentiel assez connu, qui est celui du CIGREF, par exemple, le club informatique des grandes entreprises françaises, quand vous passez dans le mode cloud, vous ne changez pas fondamentalement les métiers eux-mêmes. Par contre, vous changez l'exercice des métiers, c'est-à-dire les postes. Parce que forcément, accéder à une infrastructure ou opérer une infrastructure en machine virtuelle nécessite moins de ressources, c'est clair, il faut le dire. Mais certaines de ces ressources doivent faire d'autres choses, en particulier des travaux de packaging, d'automatisation, de réflexion sur le modèle économique pour la refacturation. Nous, par exemple, on est en train de travailler sur une réflexion qui serait de dire certains services pourraient être acquis sur la base d'un système locatif, forfaitaire sur l'année, par exemple, et avec une logique de refacturation suite à l'usage. Mais vous voyez bien que pour repenser tout ça, il faut que les outils qui soient mis en œuvre au sein des salles d'hébergement soient opérés de manière différente. D'abord, c'est des nouveaux outils, et la manière dont on les opère est forcément différente. Donc la manière dont les informaticiens travaillent est forcément différente. Refonte quasi totale des processus d'exploitation au sein des salles machines. Marc Delafosse, vous confirmez ce... Oui, je confirme. Et enfin, nous, on l'a vécu effectivement l'année dernière. Attention, sur le transformation d'un modèle, je dirais, classique à un modèle cloud, où certains métiers ont disparu. Mais comme on le disait tout à l'heure, on a aussi une augmentation du besoin. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure, est-ce que chacun doit avoir un email? Il y a 10 ou 15 ans, on ne se posait pas cette question-là. On avait des serveurs applicatifs et chaque personne n'avait pas d'email. Donc il faut aussi voir que finalement les besoins évoluent, et les besoins augmentent. Et j'allais dire, tant mieux si les gens vont faire moins de câblage dans les salles machines, puisque c'est pas forcément ce qu'il y a de plus valorisant. Par contre, on a vu que sur un certain nombre de serveurs physiques, on pouvait maintenant héberger 10 fois plus de serveurs virtuels. Donc finalement, la couche métier va simplement monter. Et comme ça se fait depuis toujours et quasiment dans toutes les industries, on va monter d'un cran et la valeur ajoutée va être plus importante à exploiter un serveur, à rendre de nouvelles applications pour les usagers. Et c'est ce que permet la virtualisation et la modélisation des systèmes informatiques. Donc en termes de poste, c'est une transformation pour une meilleure performance. Si vous me permettez, je vais apporter une précision sur le sujet de la démocratisation du cloud et la capacité de certains ministères à pouvoir délivrer ce service pour le compte d'autres. Je pense que c'est quelque chose qui doit être observé, en particulier pour les applications critiques mais non stratégiques. Aujourd'hui, des applications qui sont critiques comme l'email ou comme la visioconférence, qui n'ont pas de valeur ajoutée ou de spécificité liée directement au ministère, ont tout leur sens d'être mutualisées. Ça peut être un ministère, ça peut être un GIP. Je sais que Renater a annoncé récemment qu'il regardait la question pour l'ensemble du ministère de l'Éducation nationale. Et là, ça fait effectivement tout son sens. Merci. Comment convaincre les ministères de passer à cette solution-là? Je vous vois un peu hocher la tête, Jean-François Imocrane. Il y a encore pas mal de travail. À quelle échéance vous voyez un cloud peut-être uniforme pour l'ensemble de l'État? Enfin, quelles sont les échéances, le calendrier un peu de ce chantier? Alors l'échéance générale, je ne sais pas, il faudrait poser la question à la DISIC. Ce n'est pas forcément à moi de répondre. Je peux simplement vous dire qu'aujourd'hui, pour arriver à avancer sur ce type de sujet, je crois qu'il faut 2 axes en parallèle. Il faut un axe technique, mais je crois que l'ensemble des informaticiens de l'État
sont convaincus de tout le potentiel que recèle l'ensemble des technologies cloud. D'ailleurs, certains ministères, même de nombreux ministères, ont virtualisé déjà depuis longtemps, même si le cloud n'est pas que la virtualisation. La vraie difficulté, elle touche, comme je l'évoquais tout à l'heure, à des questions de poste, d'exercice de métier et à des questions de process. Donc ça veut dire que si on veut y arriver, au-delà du projet technique, il faut en parallèle, me semble-t-il, un projet d'accompagnement, un vrai projet d'accompagnement qui traite toute cette globalité de ce que sera le modèle opéré au sein de l'État demain, et pas simplement dire on va mettre une technologie. Voilà, il faut penser à ça, et peut-être faire ce qu'on appelle en bon français un POC, donc un Proof of Concept, monter peut-être une maquette pour commencer à montrer à la fois toute la valeur ajoutée que recèle le cloud et en même temps tout l'accompagnement qu'on peut commencer à initialiser. Voilà. Merci, oui, parce que je crois que les services informatiques de l'État, c'est 20 000 fonctionnaires. Marc Delafosse, là aussi, quelles sont vos recettes, vous, pour convaincre ces fonctionnaires de passer en solution cloud, si vous en avez ? Alors, j'ai pas de recette. Par contre, à la DGME, on est là, nous, pour incuber des solutions et puis faire un petit peu un laboratoire de recherche et développement. C'est-à-dire, quand on a commencé à regarder cloud il y a 1 ou 2 ans, notre objectif, c'était de prouver que c'était possible, de prouver que des applications importantes pour l'État pouvaient être hébergées en mode cloud et de voir finalement quels étaient les prérequis, quels étaient les gains financiers, les gains en flexibilité, et in fine, de pouvoir dire, 1 an après, avec le recul, la migration s'est bien passée, les grosses échéances et les gros pics de trafic ont été absorbés, donc c'est un modèle que l'on peut valider. Donc, j'ai pas une recette, mais simplement, on a montré que c'était possible et ça donne des idées après à d'autres. Et puis le partenariat avec la DILA prouve qu'en plus ça permet de mieux collaborer. Donc j'allais dire c'est la meilleure recette possible. Merci à tous les 3 d'avoir accepté de participer à ce débat. Je pense qu'on comprend mieux ce qu'est l'informatique en nuage et je vous dis à très bientôt sur Acteurs Publics.